Merci beaucoup de m'avoir invité à partager avec vous les résultats de cette étude menée par 5 centres opérationnels et épicentres dans le Soudan du Sud, qui évoque des points cliniques et autres. Il s'agit de la prévalence des délétions de 3 gènes du Plasmodium falciparum. Je ne vais pas parler des délétions du gène K13. Le paludisme est un gros problème au Soudan du Sud. 10 millions de cas suspectés en 2022, 3 millions de cas confirmés et près de 4500 décès rapportés. On travaille beaucoup sur le palu. En 2022 et 2023, on a traité respectivement 310 000 personnes et 347 000 personnes. On a une haute saison, surtout dans le nord et dans le sud. C'est une maladie qui est vraiment holo-endémique. Pourquoi cette étude? Parce que les tests de diagnostic rapide les plus utilisés dans le Soudan du Sud, c'est le TDR du HRP2. C'est une protéine produite par le falciparum uniquement. Elle est produite en grande quantité et on veut produire des textes qui se conservent à plus de 30 degrés. Et ce TDR détecte aussi le HRP3 produite par le Plasmodium falciparum également. Le problème qui se posait, c'est qu'il y a des parasites qui subissent des mutations, puis des délétions au niveau des gènes, d'abord identifiés au Pérou et depuis dans beaucoup d'autres régions, notamment dans la Corne de l'Afrique et plus largement en Afrique de l'Est. Il n'existe pas beaucoup de données sur l'impact de ces délétions de gènes. Et vous le voyez sur cette carte, beaucoup d'études ou d'enquêtes sont disponibles dans le domaine public, mais toutes ces études ne visaient pas à étudier précisément l'impact sur le diagnostic. En certaines régions d'Éthiopie, de Djibouti, d'Érythrée et sans doute au Soudan aussi, on a réalisé ces études. La plupart du temps, les protéines ne sont pas exprimées. Vous obtenez un résultat faux négatif si le parasite n'a pas exprimé ce gène. Donc, pourquoi ne pas passer à d'autres HRP? Parce que d'autres réactifs existent, le PLDH par exemple, qui est produit en moindre quantité, plus difficile à détecter. Différents réactifs vont le détecter, mais les limites de détection, les seuils de détection sont plus élevés, donc on risque de passer à côté. Voilà pourquoi on recommande de passer au test PLDH plutôt que HRP2 à cause de ce seuil de détection. Donc, comment a été réalisée cette étude? On s'est fondé sur le protocole standard de l'OMS pour le suivi des délétions du PFHRP2 et 3. On voulait voir le pourcentage de tests qui passaient à côté. Souvent, il n'y a pas de service de laboratoire avec microscopie qui permettent de voir ça plus finement. On a réalisé cette étude sur 10 sites du Soudan du Sud,
essentiellement dans le nord-est, 2 sites dans le sud. Les critères d'inclusion étaient une fièvre déclarée dans les 2 jours précédents. Les enfants de moins de 5 ans ou de moins de 15 ans étaient inclus généralement en fonction du programme et du site de l'étude. On demandait le consentement éclairé pour les enfants de plus de 7 ans, l'accord des parents, et les critères d'exclusion étaient des signes de sévérité. On a bâti un bref questionnaire sur les antécédents de palu et on a réalisé les tests sur le PF-PLDH et le HRP2, test de diagnostic rapide, et puis des tests de goutte épaisse obtenus à partir du même vaisseau capillaire. Caractérisation moléculaire a permis d'observer ces gènes HRP2, HRP3, ainsi que les gènes tubulaires. Et on a aussi étudié un sous-ensemble de tests négatifs. La taille de l'échantillon sur la base d'une méthode bayésienne, protocole de l'OMS, pour voir si plus ou moins de 5% des cas passés à la trappe n'étaient pas repérés. 8 sites sur 10 ont pu participer, de manière à avoir au moins 200 cas suspects par site. 1842 participants ont été recrutés entre janvier 22 et le 22 janvier et le 27 mars. Âge médian de 1 à 8 ans, 90% étaient résidents du comté depuis plus de 30 jours, sauf à Malakal. Ça compte pour interpréter les données, car au cas où on trouve des différences, ça peut être important. Les résultats des TDR, 40% des tests au HRP2 étaient positifs et 30% du PF-PLDH. Ça montre déjà une différence importante au niveau de la sensibilité. Alors là, il y a beaucoup de chiffres, mais ce sont les résultats les plus importants. Là, ce sont les cas positifs sur les tests alternatifs, donc le PF-HRP, et négatif avec le HRP2. 2,1% des tests only 2 of these cases were actually confirmed to be due to pFAL-CIPREM HRP2 différé entre ces 2 tests rapides. S'il y a une délétion d'un seul gène, il faut quand même examiner l'autre gène. Et on pouvait avoir des faux positifs pour les tests qui donnaient, qui étaient négatifs pour le PF-HRP. 34% de l'ensemble des tests étaient négatifs pour le HRP2, moins de 5%, et les 2 autres sites étaient inférieurs à 5%, bien que ce ne soit pas statistiquement significatif. Et la plupart des tests qui étaient négatifs pour les 2 TDR présentaient des délétions de gènes. So in terms of the conclusions, luckily the deletions les délétions conduisant à des résultats faux négatifs de TDR étaient rares. Et actuellement, le TDR du HRP2 semble le plus approprié. On peut se demander aux cliniciens, mais c'est ce qui semble être recommandé dans les programmes de MSF notamment. Les limites, on avait une couverture géographique du Soudan du Sud qui n'était pas complète. C'était sur
surtout dans le nord-est et un peu dans le sud. Donc, dans d'autres régions, on pourrait obtenir des résultats différents. Donc, un suivi est nécessaire. Il y a une étude actuellement en cours avec un institut de recherche en Éthiopie. Il y avait des questions sur la spécificité du TDR, du PFPLDH, parce qu'il détectait d'autres espèces. Il faut voir ça avec le fabricant, mais ça n'a pas d'impact sur les conclusions de l'étude, ce qui est rassurant. Et on se dit que oui, c'est le test le plus approprié de manière globale. Les défis, les enseignements qu'on peut tirer de cette étude, il a fallu 1 an d'efforts pour arriver à un partenariat quadripartite entre MSF, le ministère de la Santé, le NMCP, l'OMS et le labo en Australie. Bien sûr, la supervision dans les régions reculées était difficile, mais on avait de bons programmes, donc on a pu couvrir cela. Les retards de mise en œuvre ont conduit à des pics saisonniers qu'on a pu manquer. Et du côté positif, sur le terrain, c'était facile à mettre en œuvre 2 TDR et un DBS, test de goutte épaisse, c'était tout à fait faisable. J'aimerais remercier nos collègues en Australie, Xinchang, Matt, et Jane Cunningham de l'OMS nous a beaucoup aidé.